Voilà, bonjour tout le monde. Donc dans cette présentation-ci, on va attaquer tout doucement l'analyse des systèmes à 1 degré de liberté. On va essayer de comprendre d'abord comment fonctionnent les systèmes qui sont relativement simples avec une masse, un ressort et une composante d'amortissement visqueuse, d'accord? Donc comme on les a introduits depuis le début du cours. Et l'idée, c'est d'essayer de les comprendre donc dans ce qu'on appelle le domaine temporel. Je sais que vous avez eu des cours d'analyse qui vous ont expliqué la différence entre le domaine temporel et le domaine fréquentiel. Je ne voudrais pas juste qu'on se limite à un cours de mathématiques ici. L'objectif donc de ce qu'on fait dans le cadre de ce cours d'analyse et de dynamique des structures, c'est d'essayer de donner un sens physique à tout ce que ces équations mathématiques nous racontent. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir en commençant par le domaine temporel, parce que tout simplement le domaine temporel c'est celui qu'on connaît, hein. Il est plus facile à comprendre. On voit du temps, on voit ce que c'est plus facilement que des fréquences, hein. Donc un chrono, on sait ce que c'est, on a tous une montre au poignet, ou bien une heure sur un GSM en poche, et donc on voit le temps qui passe. Ça, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. L'approche fréquentielle est un petit peu moins habituelle. On reviendra donc dans un deuxième temps là-dessus, et on essaiera donc de comprendre comment ça fonctionne dans le cadre d'une approche fréquentielle. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est un petit exercice exploratoire. Donc, c'est une méthode d'apprentissage qui est basée sur vous-même. Elle se prête justement assez bien à l'enseignement à distance. Et donc, je vous ai préparé ici des exercices où vous allez observer et regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, et sur base de ce que vous observez, vous allez déjà pouvoir mettre en place vous-même une partie de la théorie. Donc c'est assez agréable, c'est pas tellement stressant parce qu'on ne peut pas se tromper, et c'est assez agréable parce que vous allez voir que vous allez découvrir une partie de ce que je voudrais vous enseigner par vous-même, et puis après l'objectif ça va être de formaliser tout ça avec évidemment tous les concepts théoriques qui vont avec, et dans ce cas-ci, surtout les équations mathématiques qui vont expliquer ce que vous avez observé. Donc, ce que je vous propose comme premier exercice, donc, ça va être d'utiliser la routine Newmark qu'on vient déjà de travailler ensemble. Point M, okay, donc, dont vous disposez. Elle est à disposition pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière séance. Elle est à disposition sur eCampus dans un répertoire qui s'intitule Intégrateur temporel. Donc vous pouvez télécharger cette routine et alors elle vous sera utile pour résoudre ce problème-là. Ce qu'on va étudier dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle les vibrations libres. Les vibrations libres, ça veut dire qu'on prend un système à 1 degré de liberté, on l'écarte de sa position d'équilibre avec un certain déplacement, ou bien on le laisse dans sa configuration d'équilibre et on lui donne une vitesse initiale pour commencer. Okay, on a vraiment deux configurations qui sont intéressantes, ou bien évidemment une combinaison des deux. Alors, moi ce que je vous propose de faire, c'est de regarder une réponse libre, donc du système à 1 degré de liberté, donc analyser ce système-là. Donc la particularité, c'est que, évidemment, vous l'aurez compris, P de t est égal à 0, il n'y a pas de sollicitation. Je vous invite donc à résoudre ce problème-là pour une valeur de oméga qui est égale à 1 radian par seconde. Ok, on peut l'étudier ensemble. Si oméga 1, la pulsation propre, est égale à 1 radian par seconde, ça veut dire que la période est égale à 2 pi sur oméga est égale à 6,28 secondes. Sur base de ça, vu qu'il n'y a pas de sollicitation impliquée, vous devriez être capable de choisir le pas de temps. Le pas de temps, il doit être plus petit. Vous vous souvenez, au maximum, un dixième de la période. Donc je vois, si je divise par 10, ça me fait 0,6. Donc je vais dire que le pas de temps, par exemple, est égal à 0,3 secondes dans ce cas-là. On peut simuler plusieurs pas de temps. Je ne sais pas combien de temps au total vous devrez simuler, mais vous commencez par exemple par simuler 1000 ou 2000 pas de temps. C'est pas beaucoup, ça va très très vite. Ok, 2000 pas de temps. Donc ça veut dire que vous allez simuler une durée qui est égale au produit des deux. Donc ça fait 600 secondes. C'est énorme, hein, ça fait 10 minutes. Ok, donc ça c'est pour commencer. C'est pour les paramètres de simulation. Après, qu'est-ce que vous allez devoir choisir ? Il va falloir choisir
donc la masse, vous l'avez compris, elle est égale à 1. Il va falloir choisir le coefficient d'amortissement xi. Là, on va prendre des valeurs variables. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre tout de suite des valeurs variables du style 1%, 3%, 5%, ou un peu moins même. 0,5% je vais prendre. C'est un peu plus réaliste. Acier, béton, allez, 2%, c'est peut-être plus réaliste. Et bois. Donc en fonction du type de matériau, on a un coefficient d'amortissement qui est différent. J'en parlerai un tout petit peu plus tard dans les vidéos. Donc le xi, il va être variable. Et alors ce que je vous invite à faire aussi, c'est modifier la valeur du déplacement initial. Donc ceci, c'est l'amplitude initiale Q0 que vous allez imposer à l'oscillateur. Alors que la vitesse initiale, on va la choisir égale à 0. Donc ça veut dire que vous allez calculer au cours du temps des réponses temporelles. Pour Q, on part d'une valeur de Q0 au cours du temps. Et on part systématiquement avec une tangente horizontale parce qu'il n'y a pas de vitesse à l'instant initial. Ok, alors si tout va bien, je fais un petit croquis du dessin que vous devriez observer. Vous devriez observer quelque chose qui ressemble à ça. Sauf que vous allez l'observer sur un laps de temps plus long, puisqu'on parlait de 600 secondes. Et donc vous devriez observer quelque chose qui ressemble à ceci. Avec là-bas une courbe qui est enveloppée par une enveloppe décroissante. Voilà, alors ce qu'on vous demande de faire, c'est de superposer les réponses que vous allez obtenir sur le même graphe en utilisant différentes valeurs de Q0. Donc par exemple, Q0 égale à, je sais pas, 1 mètre. Q0 égale 0,1 mètre ou 0,5. Et Q0 égale 0,25. Et puis après, vous pouvez recommencer en disant xi égale 1,5, xi égale 2 et xi égale 5%. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de conserver ceci comme cas de base. D'accord? Donc ce sera votre cas de base. Et puis alors un coup, vous faites varier, dans une première figure, vous faites varier l'amplitude initiale, donc le Q0, le déplacement initial. Vous superposez les trois résultats. Superposez les trois réponses. Et dans ce cas-là, vous faites la même chose. Vous gardez un Q0 de 1,5. Et puis alors là, vous faites par contre varier le coefficient d'amortissement. Donc vous mettez 1,5%, 2%, 5%. Et vous superposez les trois réponses dans le même graphe. Et la question, c'est observer. Observer, essayer de comprendre ce qui se passe. Et alors la question subsidiaire que je vous pose, c'est « How much time does it take for the vibrations to damp out ?» Donc combien de temps est-ce qu'il faut, à votre avis, pour que les vibrations s'amortissent complètement? Donc la question, c'est après combien de temps ici, est-ce qu'on n'a plus rien? Je vais le mettre entre guillemets, « damp out », parce que c'est pas un problème qu'il y ait une réponse unique ou une réponse toute simple. Et ensuite, je peux peut-être vous aider à aller sur la première question. Moi, j'ai un critère, je vous donne tout de suite ma réponse. J'ai un critère qui me dit, si je pars de Q0, par exemple, ici pour démarrer, pardon, il est ici. Si je pars d'un Q0 pour démarrer, je regarde combien de temps est nécessaire pour arriver à une valeur de l'ordre d'environ 4%. Vous comprendrez pourquoi je prends 4% de Q0. Donc 0,04 fois Q0, et je regarde le temps nécessaire pour arriver à ça. Je ne vous demande pas de le faire de manière très précise. Regardez simplement la courbe et la décroissance de la courbe au cours du temps, et puis regardez simplement, à votre avis, combien de temps il faut pour y arriver. C'est un peu dommage parce qu'on n'a pas la possibilité d'interagir, mais quand on est en classe, ce que je fais d'habitude, je prends le premier cas, et je dis, pour les trois valeurs de Q0 qu'on a, donc je fixe le xi égale à 2%, on va dire Q0 est égal à 1, 1,5 et 0,25, et je vous demande de me donner les trois valeurs. Je vous demande de me donner les trois valeurs du temps qui, à votre avis, est le temps nécessaire pour que les vibrations s'amortissent complètement. Ok, alors on fait un petit tableau comme celui-là. Tom, Adrien, je prends les noms qui me passent par la tête, qui sont les personnes avec qui j'ai interagi aujourd'hui.
Audrey que j'ai vu Glenn, etc., etc. Et donc après, je fais des stats sur les prédictions que vous me donnez, et ça donne un premier résultat, et c'est le résultat des observations. On essaiera de comprendre après comment tout ça se met en place. Et puis après, on fait la même chose. On dit Q0 est égal à 0,5, et puis après, je varie le XI. Je dis que c'est 0,5%, 2% et 5%. Et puis je questionne les mêmes personnes et je demande à chaque fois de me donner les scores, enfin, ou les temps nécessaires, à votre avis, pour que les vibrations soient complètement amorties dans les 3 cas de figure. Ok, donc étant donné que je suppose que chacun d'entre vous est en train de regarder la vidéo, ce que vous pourriez faire, c'est simplement essayer d'imaginer vous-même que vous allez sortir ces six valeurs. Ok, donc je fais une petite pause dans la vidéo, je vais essayer d'y incruster la solution que je vais vous poster et que je vais filmer sur mon écran dans quelques instants. Donc vous faites une pause maintenant, vous résolvez le problème, vous calculez ces 6 nombres, et puis quand vous les avez, vous pouvez aller plus loin. Ok, un petit break. Voilà, donc on va passer maintenant à la solution du problème. Bien, donc pour résoudre ce problème-là, je reviens donc dans un petit script MATLAB. Je rappelle donc, si tu vois bien, vous venez de résoudre cette équation-là, qui est l'équation du mouvement d'un système avec une masse unitaire, une pulsation de 1 radian par seconde, qui a une vitesse initiale nulle et une position initiale non nulle, avec un certain coefficient d'amortissement. Donc ça ressemble assez fort à ce qu'on a déjà fait la semaine dernière. Alors, donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est de démarrer donc un script MATLAB. On va faire comme ceci. Alors, donc on a une masse de 1 kg. On a une pulsation de 1 radian par seconde. Donc ça veut dire que la fréquence est égale à oméga 1 sur 2 et pi. On a une période t de 6,28 secondes. Donc on va pouvoir passer avec un pas de temps relativement élevé. Je pense qu'on l'a calculé ensemble en fin de vidéo. Donc si la période vaut 6,28, on peut refaire le développement ensemble. Je le divise par 10. Ça me fait 0,68, 0,6. Et je le divise encore par 2, ça fait 0,3. Ok, c'est un pas de temps honorable, mais voilà. N, le nombre de pas de temps, je vais commencer par 1000. On verra s'il faut en mettre plus après. N-1 avec un pas de dt. Ok, ça c'est assez standard. P, c'est un vecteur qui est vide. Je vais lui mettre n composantes parce qu'il n'y a pas de sollicitation. Et alors, on va utiliser notre routine de Newmark. Ne modifiez évidemment pas la routine de Newmark. Ok, c'est une routine, donc c'est quelque chose à utiliser comme outil. Et donc normalement, tout doit être géré par les transferts d'arguments en entrée et sortie. Donc on a une masse, il nous faut un coefficient d'amortissement. On a dit qu'on allait le faire varier. Xi. Alors je vais juste reprendre rapidement mes notes. Je pense qu'on avait dit 1,5%. Et puis, qui est typique de l'acier. Et puis 2% et puis 5%. Xi égale 1,5%. On va commencer par celui-là, juste pour voir de quoi ça a l'air. Donc on a M, on a Xi, on a la fréquence, on a la sollicitation, on a le temps, le pas de temps, petit dt, le nombre de pas N, et mais il nous faut un dep 0. Q0, on a dit qu'on prenait 1, 0,5 ou 0,25. Donc je vais commencer par le cas du milieu. 0,5. Voilà. Donc 1 quart, D 1 demi. Dep, ce sera le dep 0. Voilà, puisqu'on donne le dep 0, on est obligé de donner les arguments juste avant. Et alors on a peut-être juste le n-1 à envoyer ici, parce que dans la version que je vous ai donnée,
vous souvenez, il boucle jusqu'à n step plus 1 pour remplir la valeur qui se trouve ici. Donc vu qu'on a envie d'avoir que n valeurs dans dep, on va jusqu'à n-1. Si ça vous ennuie, n'hésitez pas à modifier un peu la routine, mais modifiez-la une fois pour toutes pour être sûr de travailler tout le temps avec la même. Et alors donc, je vais faire un plot time dep, voilà le déplacement auquel on arrive. Peut-être un peu court, je vais aller un peu plus loin, donc pour aller plus loin je vais simuler, voilà, plus de pas de temps, j'en ai mis 4000 avec un pas de 0,3 secondes. Et alors on voit bien que 0,3 secondes c'est suffisant pour capturer correctement les harmoniques qui nous intéressent. On part d'une valeur initiale de 0,5 avec une pente ici qui est une pente horizontale, puisque la vitesse est nulle pour démarrer. Alors, donc ça c'est le cas de base. Bien ce qu'on va faire c'est, on va boucler sur xi, on va lui dire que xi est égal à 1,5%, est égal à 2% ou 5%. Voilà, comme ceci. Et on va répéter l'opération 3 fois. Je mettrai les légende, comme ça on verra qui est qui. Voilà, magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'on observe sur cet exemple? On observe que les vibrations, effectivement, plus l'amortissement est élevé, 5%, par rapport à 0,05%, plus l'amortissement est élevé, et plus ça met un temps court pour s'amortir. Ok, ça c'est la première conclusion. On pourrait peut-être... essayer de mettre quelques résultats dans une feuille Excel. Donc combien de temps faut-il? J'avais recommandé donc de faire 2 tableaux. Quand xi, c'est plutôt le tableau de droite ici, donc j'ai gardé q0 égale à 0,5. Et alors on a xi qui est égal à 0,5%. On a xi égale à 2%, et on a xi égale à 5%. Alors s'il fallait dire le temps nécessaire, ok, j'espère que chacun aura mis le temps nécessaire dans un tableau comme je l'avais suggéré. Temps nécessaire pour que les vibrations disparaissent. Je veux qu'on le fasse de manière très intuitive, ok? Donc, je vous avais parlé d'un critère de 4% de la valeur initiale, mais on va le faire de manière plus intuitive. On va les faire une par une. Voilà. Ici, sur cette courbe-là, je ne sais pas très bien, je ne vous demande pas votre avis, puisque c'est moi qui dois m'exprimer ici, mais je dirais qu'aux alentours de, allez voilà, ici, à peu près. Donc, entre 100 et 200, j'ai envie de dire que les vibrations ont disparu. Donc si je dis, je vais un peu zoomer dans cette zone-là, pour y voir plus clair. Voilà, j'ai envie de dire qu'à peu près ici, on ne voit plus rien, donc je vais mettre 120. Ok, c'est un choix. Hein. On va faire la même chose après avec les autres. Je vais faire maintenant la rouge. Grid. Voilà, j'aurais tendance à dire que ici je vois plus, voilà, là je vois plus grand chose, et donc je me trouve aux alentours de un petit peu au-dessus de 300. Allez, je vais mettre 320. Et alors il va nous rester le cas avec 1,5% d'amortissement. Donc je vais le simuler ici. Je vais peut-être simuler un peu plus long parce que j'ai pas l'impression d'avoir une vue correcte si je regarde uniquement ça. Je vais aller, disons, jusqu'à 6000. Voilà, ça a pris un peu plus de temps. On commence à avoir des données.
Ok, bon, en fait, on n'était pas, on n'était pas trop mauvais aux alentours de 1000 secondes. Hein. Allez, j'irai peut-être un peu plus loin, 1200. Évidemment, ça dépend de la discrétisation qu'on a sur notre écran, mais allez, je veux dire, disons 1200. Alors, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est une bonne chose. On avait parlé d'un deuxième tableau. C'était le tableau où on disait maintenant que xi est égal à 2%. Et on fait varier le Q0. Q0 égale à 0,25. Q0 égale 0,5. Et Q0 égale 1. Bon, alors si je suis cohérent avec moi-même, le cas 0,5 et 2%, on l'a déjà étudié. Donc là, je devrais mettre a priori 320. Et donc, ce qu'on va faire, on va dédoubler ceci. Je vais le dupliquer. Et je vais boucler cette fois-ci, non pas sur xi, mais je vais boucler sur dep. 0,25, 0,5 et 1. Alors que xi sera égal à 2%. Voilà. Je vais changer ma légende des 0 égale 0,25, quoique normalement ça devrait être plutôt évident. Vous allez voir. Je vais désactiver cette partie-là. Je peux le commenter. Ou bien je peux simplement écrire quelque chose comme ceci. Voilà, bon, là on a été beaucoup trop loin. Voilà ce qui se passe. Donc effectivement, on part d'une amplitude de 1 en jaune, et puis on a les oscillations qui apparaissent. On part d'une amplitude de 0,5 en rouge et une amplitude de 0,25 en bleu. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que la diminution des amplitudes, elle se produit en phase pour les trois cas. Donc ça veut dire que l'observation importante, c'est que le coefficient d'amortissement ne modifie pas la période, ou en tout cas pas significativement la période. Donc la période de l'oscillation n'est pas affectée par n'est pas affectée par l'amplitude initiale. Donc c'est une caractéristique intrinsèque de la structure. On n'a pas regardé tout à l'heure si les vibrations étaient réellement en phase au niveau de l'amortissement, mais en tout cas ici, donc, elles sont complètement en phase. Et donc si on parle d'une courbe à la fois, si par exemple je prends juste la courbe bleue, il n'y a pas de raison que j'obtienne une réduction. Vous voyez, voilà la courbe rouge et la courbe bleue. Si je supprime la rouge, tout se remet à l'échelle automatiquement pour zoomer sur la bleue. Vous voyez qu'on part de 0,25 alors qu'avant on était à 0,5. Et donc la conclusion sur le temps que je vais obtenir, le temps avant que les vibrations disparaissent, doit être le même, quelle que soit la valeur du déplacement initial que j'ai choisi. D'accord? Donc si je veux être cohérent avec moi-même, si j'ai mis 320, je dois mettre 320. Okay? Et donc en conclusion, le temps pendant lequel la structure se souvient des conditions initiales, il est indépendant du Q0. Il ne dépend que de xi. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est juste faire t, peut-être ce temps-là, on va l'appeler disons tr, divisé par t. Donc, plutôt que par t1, la période propre. Donc plutôt que de représenter uniquement tr, ce qu'on appelle le temps de mémoire, ou le temps nécessaire pour que la structure se souvienne que dans le passé, elle avait des conditions initiales, mais je vais diviser ce temps-là par la période de la structure. Donc je vais simplement faire ça, divisé par 6,28. Ça me fait 190, 50 et 19. Et en fait, je dois m'attendre à ce que ce nombre-là, je vais l'expliquer un petit peu plus en détail dans la suite de la vidéo,
Mais je dois m'attendre à ce que ce nombre-là ne dépende que des paramètres du problème, et notamment le coefficient d'amortissement xi. Ok, donc si je veux représenter ces trois nombres en fonction de xi, je vais plutôt les écrire comme ceci, c'est plus facile ici. Ok, c'est un peu bricolage, donc si je mets 1,5% d'amortissement, 2% d'amortissement, 5% d'amortissement, et puis si je mets les rapports que j'ai imaginés, moins là-bas, vous pouvez éventuellement faire la même chose avec vos valeurs à vous si vous voulez. Voilà. Bien, si je trace cette courbe-là, insérer, non pas insérer, voilà. Graphique nuage de points. Donc voilà le nuage de points auquel on arrive. Et donc on voit qu'on a une courbe qui est décroissante. Une courbe décroissante en fonction du coefficient d'amortissement xi. Et donc ça traduit ce qu'on voulait dire. Plus le coefficient d'amortissement est élevé, 5% ici, et plus le temps de mémoire est court. Il est court même en regard de la période propre de la structure. Ce qu'on préfère, c'est ajouter plus de points. C'est un peu la démarche du physicien qui, expérimentalement au laboratoire, va collecter plein de points et puis va essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler la courbe qui se trouve ici. C'est partie d'une démarche de physicien qui explore. Nous, c'est un peu différent parce qu'on a déjà des équations aux problèmes qu'on résout, et donc la solution mathématique, elle existe, et donc on n'a pas tant besoin de passer par une approche de mathématicien. Toujours est-il que on verra que dans les développements mathématiques qui suivent, ma valeur je vais l'écrire en pourcent pour être plus cohérent. On verra dans les développements mathématiques qui suivent que ce rapport-là, TR sur T, il est pas loin de 1 sur 2 xi. En tout cas, ce serait une valeur conventionnelle qu'on pourrait imaginer. Donc si je calcule égal 1 sur 2 sur xi, on a 100, 25 et 10. Et donc vous voyez qu'en réalité, avec la manière dont j'ai choisi, et la manière dont j'ai choisi les périodes, donc ici au-dessus, 1320, 120, j'ai un petit peu abusé par rapport à ma définition conventionnelle de ce qu'est la décroissance, et qui correspond à une diminution jusqu'à une valeur de 4% de la valeur initiale. Puisque moi j'estime des temps ici adimensionnels, donc réduits par rapport à la période de la structure, donc j'estime qu'après 190 périodes, la vibration a disparu, alors qu'ici je dis que quand on a un amortissement de 1,5%, ben, il nous faut 100 périodes avant que la vibration disparaisse. Ok, ben voilà, ceci clôture simplement l'exercice que je voulais faire avec vous, en guise d'introduction. Donc retenez que l'amplitude initiale n'a absolument aucune influence sur le temps de mémoire, que le temps de mémoire est quelque chose qui dépend de l'amortissement, et si on augmente l'amortissement dans la structure, comme on l'avait fait dans la première phase, comme ceci, eh bien on a des amplitudes qui décroissent de plus en plus vite en fonction de l'amortissement. Ok, alors une chose aussi que j'ai pas vraiment discuté tout à l'heure, mais c'est que vous voyez que les résultats sont quasiment en phase, donc ça veut dire que l'amortissement ne change pas la fréquence propre de la structure. C'est parce qu'on travaille avec un tout petit amortissement, et c'est la raison pour laquelle on atteint tous les max au même moment, et tous les min au même moment. Mais vous voyez que techniquement les trois courbes ne se croisent pas exactement au même moment, donc c'est-à-dire qu'il y a un léger shift, et donc une toute petite influence de l'amortissement sur la période. On va voir ça dans une minute avec la théorie.